Bienvenue. Aujourd'hui, on se penche sur des textes qui bousculent un peu l'image qu'on a de Nelson Mandela. Le titre déjà, il interpelle. Mandela, le sauveur de l'apartheid. Ce sont des écrits qui proposent une lecture, disons, très critique de son héritage. Tout à fait. Notre but ici, attention, c'est pas de dire si c'est vrai ou faux, mais vraiment de décortiquer les arguments, de comprendre ce qu'ils avancent. C'est ça. L'idée forte, c'est que Mandela aurait, paradoxalement, peut-être aidé les structures économiques de l'apartheid à continuer, plutôt qu'à les démonter complètement. Oui, c'est assez provocateur comme approche. Carrément. Alors, regardons ça de plus près. Oui. Et ce qui frappe tout de suite, c'est cette affirmation centrale, presque choc, Mandela comme figure noire utilisée pour sauver un système blanc en difficulté. Selon ces textes, toujours, les intérêts économiques, les terres des anciens maîtres, tout ça aurait été préservé, sans vraie justice derrière, sans changement structurel, quoi. D'ailleurs, les auteurs y donnent un exemple symbolique qui est assez fort, celui de l'hymne national. Ah oui, ça c'est marquant. Ils parlent de la fusion de l'hymne noir Nkosi Sikelel' Ifrika avec l'hymne de l'apartheid. C'est ça. Et ça, ça forçait les victimes, d'après eux, à chanter l'hymne lié à leurs oppresseurs. L'image est puissante, c'est vrai. Les chants pour les Noirs, mais les privilèges économiques qui, eux, restaient bien aux Blancs. C'est un peu l'idée. Exactement. Et au-delà des symboles, qui sont importants, on est d'accord ? Bien sûr. Les textes insistent sur des faits économiques très concrets. Ils parlent même d'une sorte d'exportation de l'apartheid. Oui, alors ça, qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Ils expliquent que des millions d'hectares auraient été loués pour presque rien. Ils citent 0,15 $ l'hectare. Une bouchée de pain. Voilà, à d'anciens fermiers Boers, les descendants des colons, mais cette fois au Mozambique et en Angola. Et ça se serait fait comment ? Avec des appuis importants ? Apparemment, oui. D'après ces écrits, il y aurait eu le soutien de la Banque mondiale, de l'Union européenne et même de l'ANC. Ah oui, quand même. Oui. Et la conséquence directe, toujours selon cette analyse, c'est que les paysans locaux dans ces pays voisins, ils ont été déplacés pour faire de la place. C'est un point assez lourd. Un autre point sensible qu'ils abordent, c'est la collaboration de Mandela avec certaines figures de l'Ancien Régime. Le général Constant d'Iljan est cité, oui, présenté comme un ancien chef militaire lié à des massacres. Et pourquoi cette alliance est si critiquée dans ces textes-là ? Parce que, selon eux, elle aurait permis aux intérêts économiques, qualifiés de racistes sud-africains, de s'étendre. Pas juste en Afrique du Sud, mais dans une douzaine d'autres pays africains. D'accord. On revient aussi un peu à la symbolique, mais une symbolique plus quotidienne. Le fait que des villes, des aéroports aient gardé les noms des colons. Oui, ça aussi c'est un point récurrent. Et les textes soulignent même que Mandela, au début, aurait interdit qu'on donne à des aéroports les noms de héros de la lutte anti-apartheid. C'est vrai qu'il note qu'il a fallu attendre 2006 pour qu'un aéroport soit nommé d'après un combattant de l'ANC. Pour certains, c'est vécu comme un rappel constant de la domination passée, même après la fin officielle de l'apartheid. Et pour étayer tout ça, ces analyses s'appuient aussi sur des voix critiques sud-africaines d'aujourd'hui. Oui, Kolofelo Machabela est citée. Elle parlerait de démocratie fantoche. C'est-à-dire ? Une démocratie qui serait juste une façade, quoi. Qui masquerait une réalité où la majorité noire reste pauvre, dominée économiquement par les Blancs. Et avec la complicité supposée de certaines institutions. On parle de l'Église, des médias et de certains leaders. Et pour élargir encore la perspective, les écrits font référence à Michel Chossudovsky. Oui, l'idée d'un plan global. Oui, un plan qui aurait été, concerté entre Mandela et l'Occident. Le but présumé. Justement, quel aurait été ce but ? Eh bien, selon cette thèse, l'objectif c'était de redessiner une Afrique post-apartheid, oui, mais en préservant la domination économique blanche. D'accord. Les terres agricoles étaient une cible majeure. Et on aurait utilisé la religion, l'éducation, les médias comme des outils pour, et je cite les textes, endormir les consciences. Empêcher une vraie redistribution des richesses, en somme. Et c'est là qu'intervient un élément perturbateur selon ces écrits. La Chine. Exactement. La Chine est vue comme offrant une autre voie. Une alternative économique pour les pays africains sans cette domination historique occidentale. Du coup, elle deviendrait une cible. C'est l'analyse qui est faite, oui. Une cible pour l'Occident qui verrait son influence contestée. Bon, alors, si on résume un peu la perspective de ces textes, c'est celle d'une transition négociée où la paix civile aurait été en quelque sorte échangée contre la justice économique et la réparation. C'est ça, et Mandela, dans cette lecture, apparaît moins comme le libérateur total qu'on imagine souvent, et plus comme celui qui, peut-être involontairement, aurait permis la survie économique du système qu'il combattait. Ce qui nous laisse avec une question assez fondamentale, posée par les textes eux-mêmes finalement.
Oui, laquelle? Est-ce que la construction de cette icône mondiale, Mandela, cette image très forte de réconciliation, n'a pas eu l'effet pervers de masquer l'absence de changements économiques vraiment profonds? En d'autres termes, est-ce que le chapitre de la lutte a été clos un peu trop vite, avant que les objectifs économiques, la redistribution, la justice sur ce plan-là, ne soient vraiment atteints? C'est une question ouverte, évidemment. Absolument. Et ça invite à réfléchir, je crois, sur la complexité de ces transitions politiques et sur comment on raconte l'histoire aussi.